Boris Duval poussa la lourde porte de son luxueux appartement dans l'exclusif quartier de Saint-Germain. La douce lumière du matin inondait le salon et, à travers les immenses baies vitrées, scintillaient les imposantes silhouettes des gratte-ciel de Paris. Sa veste était froissée, sa cravate desserrée, et le parfum subtil de Clémence Moreau persistait encore à son cou. Une fragrance intense et florale impossible à dissimuler. Il regarda sa chère montre en or. Le cadran indiquait 5h17 du matin. Une autre nuit de travail. Un autre mensonge prononcé avec trop de facilité, mais quelque chose ne collait pas. Dans l'appartement, régnait un silence antinaturel. Normalement, à cette heure-là, Hélène serait assise sur le canapé, serrant son nouveau-né contre sa poitrine, le berçant doucement et fredonnant cette vieille berceuse auvergnate que sa grand-mère lui avait apprise. Boris se plaignait toujours que la mélodie était trop mélancolique, mais au fond, il savait que seuls se sont donné l'impression que l'appartement était un véritable foyer. Cette nuit, il n'y avait rien, ni chant, ni respiration rythmée, ni un faible pleur. Boris fronça les sourcils en avançant dans le salon. Le berceau, qui se trouvait habituellement près de la fenêtre, avait disparu. Les étagères où s'empilaient autrefois les couvertures du bébé étaient vides. Même la douce odeur de crème pour bébé qui flottait toujours dans l'air s'était évaporée, comme si on avait tout désinfecté. « Hélène » appela Boris, la voix légèrement tremblante. Pas de réponse. Il se dirigea vers la cuisine, sentant son irritation grandir, repassant mentalement ses excuses pour ne pas être rentré dormir et se préparant à accuser Hélène d'être trop sensible, comme il le faisait toujours, mais alors il la vit. Sur l'îlot de marbre de la cuisine, à côté de ses propres clés de maison, reposait une solitaire carte mémoire. À côté, un papier plié. Il eut le souffle coupé. Les doigts tremblants, il déplia la note. « Boris, quand tu liras ceci, nous ne serons plus là. Je sais tout. Chaque mensonge, chaque nuit que tu as passée dehors, tu ne nous trouveras pas. Mon avocat te contactera. Hélène. » Son cœur fit un bond. Elle était partie. Où pouvait-elle aller? Elle n'avait pas d'argent à elle, pas de famille proche, pas d'autre foyer que celui-ci, un appartement qu'il avait, très prévoyant, mis à son seul et unique nom. Il recula en trébuchant et en faisant tomber une bouteille. Une froide prise de conscience s'empara de lui. Hélène n'avait pas fui de désespoir. Elle était partie en suivant un plan méticuleux et alors, dans un coin de la pièce, il remarqua la minuscule lumière rouge intermittente d'une caméra de sécurité, lente, constante, qui enregistrait. Une peur visqueuse lui tordit les entrailles tandis qu'il murmurait « Que as-tu fait, Hélène ?» Et puis il vit ce que contenait la carte mémoire. Un an avant qu'Hélène Fournier ne disparaisse avec son nouveau-né, elle était arrivée à Paris, le cœur plein d'espoir et une valise qui sentait encore l'air pur et humide des monts d'Auvergne. Cela faisait à peine 3 mois qu'elle avait épousé Boris Duval, un directeur financier ambitieux et impeccablement vêtu qui semblait savoir exactement où il allait dans la vie. Il lui ouvrait les portes, lui laissait des fleurs sur la table de nuit et lui disait qu'il admirait sa force, car elle travaillait comme infirmière en soins intensifs dans un grand hôpital parisien. Alors, elle le croyait, tout le monde le croyait. Son nouvel appartement spacieux dans le quartier de Saint-Germain semblait un rêve qu'elle ne méritait pas. Les baies vitrées du sol au plafond donnaient sur le centre historique et la lumière du soleil parisien baignait les parquets en chêne poli. Boris la guidait dans chaque pièce comme un agent immobilier fier, répétant « C'est notre nouveau départ, Hélène ». Mais elle ne s'est pas rendue compte, simplement parce qu'elle n'a pas regardé, que sur chaque document qu'il avait signé, seul son nom figurait. Au début, la vie semblait normale et chaleureuse. Hélène terminait ses épuisants quarts de travail aux soins intensifs. Elle rentrait à la maison et trouvait Boris préparant des pâtes tout en consultant des emails sur son coûteux ordinateur de travail. Il lui donnait un baiser sur le front, lui murmurait qu'elle travaillait trop et plaisantait en disant qu'elle devrait le laisser prendre soin d'elle pour toujours. Elle riait, ne voyant pas la graine de contrôle cachée dans le compliment. La première fissure est apparue lorsqu'elle a manqué un dîner de gala en raison d'une opération d'urgence à l'hôpital. Programmée à la dernière minute, le sourire de Boris a disparu à l'instant où elle a franchi la porte. « Tu m'as fait passer pour quelqu'un d'indigne de confiance », lui dit-il à voix basse, avec trop de calme. Hélène s'excusa. Elle sauvait la vie de quelqu'un, mais cette explication sembla l'enrager encore plus. Cette nuit-là, il dormit sur le canapé et pourtant elle se persuada que c'était à cause du stress. Il essayait d'obtenir une promotion dans une grande entreprise de biotechnologie de la capitale, réunions tardives, rapports cruciaux,
contacts interminables. Elle ne voulait pas être la cause de son échec. Des mois plus tard, en découvrant qu'elle était enceinte, elle courut vers lui, le test à la main. Riant et pleurant. Boris l'embrassa, mais le sourire n'atteignit pas ses yeux. « Nous allons surmonter cela ensemble, dit-il. Comme si la grossesse était un obstacle et non une bénédiction. Pourtant, pendant un certain temps, il fit des efforts, l'accompagnait chez le médecin, lui préparait des jus de fruits frais chaque matin et acheta même de minuscules chaussons bleu marine qu'Hélène gardait sur sa table de chevet. Mais à mesure que son ventre grossissait, Boris devenait plus distant, froid et occupé. Il commença à rentrer tard du travail 3, 4 et parfois 5 fois par semaine. Hélène restait à la maison, caressant son ventre, écoutant l'écho de sa propre respiration dans cet immense appartement. Son téléphone s'éclairait d'un message, « Ne m'attends pas. Demain est un jour important. » Elle faisait semblant de ne pas remarquer l'odeur de parfum d'une autre femme imprégnée dans son costume quand il rentrait au petit matin. Elle faisait semblant de ne pas remarquer comment il évitait de la toucher, comment il esquivait de caresser son ventre grandissant, comment il fuyait toute conversation importante. Elle se disait que le mariage avait différentes étapes, des hauts et des bas, ce qu'elle ne savait pas, ce qu'elle ne pouvait tout simplement pas savoir, c'est que la trahison de Boris avait commencé bien avant l'arrivée du bébé et que la femme responsable était sur le point de croiser son chemin. La nuit où Hélène vit pour la première fois Clémence Moreau, Paris brillait de ce froid hivernal qui fait que les trottoirs ressemblent à du verre dépoli. Boris insista pour qu'ils assistent à une importante réception d'affaires à l'historique Hôtel de la Paix. « C'est bon pour ma carrière », dit-il en ajustant ses boutons de manchette sans presque la regarder. Hélène, enceinte de 6 mois, enfila une simple robe bleu marine. Elle attacha ses cheveux et affichait un visage pâle à cause d'une autre nuit d'insomnie due au maux de dos. Ils arrivèrent ensemble, mais dès qu'ils entrèrent dans le grand salon sous la coupole de verre, Boris s'éloigna, se dissolvant dans une foule de cadres en costume sur mesure. Hélène resta debout près d'une table de champagne, les doigts posés sur son ventre dans un geste protecteur. Elle était une étrangère ici. Tout le monde le voyait, l'épouse épuisée de l'étoile montante, vêtue plus simplement que toute autre femme dans la pièce. Et puis elle la vit, Clémence Moreau se déplaçait dans le salon comme si elle en était la propriétaire, grande, élégante, avec une chevelure blonde qui tombait sur ses épaules et une robe noire ajustée qui scintillait sous les immenses lustres, elle dégageait une assurance naturelle. De celles qui naissent de savoir que le monde se prosterne à vos pieds. Le visage de Boris s'illumina en la voyant. Hélène observa comment il redressa le dos et ajusta sa cravate, geste qu'il avait cessé de faire pour elle depuis des mois. Il s'approcha de Clémence avec un enthousiasme qu'il n'essaya même pas de dissimuler. Clémence se tourna, souriant comme si elle attendait exactement cet homme. Ils se penchèrent l'un vers l'autre, trop près. Elle murmura quelque chose qui fit rire Boris à voix basse, un son qu'Hélène ne lui avait pas entendu depuis des semaines. Le ventre d'Hélène se serra. Essayant d'ignorer la scène, elle se dirigea vers la table des canapés, mais à mi-chemin, son pied glissa. Une douleur aiguë lui traversa la colonne vertébrale et elle s'accrocha à la chaise la plus proche pour ne pas tomber. Le verre d'eau tremblait dans sa main. Ce fut alors que Clémence la remarqua. Ses yeux parcoururent Hélène lentement, la jugeant de sa coiffure fatiguée à son ventre arrondi et à ses chaussures confortables qu'elle avait mises parce que ses chevilles enflaient. Les lèvres de Clémence se courbèrent en un léger sourire moqueur. Elle murmura à nouveau quelque chose à l'oreille de Boris. Il ne s'approcha pas pour vérifier comment allait Hélène. Au lieu de cela, il posa légèrement sa main sur le bas du dos de Clémence, avec habitude, avec intimité. Hélène retint son souffle. Elle regardait sans pouvoir assimiler ce qu'elle voyait. Peut-être était-ce innocent, peut-être cela ne signifiait-il rien, mais quelque chose en elle se brisa. Et puis cela arriva. Un photographe prit un instantané de Boris et Clémence ensemble, trop près, leurs corps orientés l'un vers l'autre, comme un couple habitué à partager des secrets. Boris ne bougea même pas. Clémence se pencha, ses lèvres frôlant presque son oreille. Hélène resta paralysée. À ce moment, une voix intérieure lui murmura ce qu'elle n'avait jamais osé penser. Il l'a déjà choisi. Hélène quitta le salon sans dire au revoir. Elle sortit dans l'air nocturne glacial de Paris, tenant son ventre d'une main et s'accrochant à la balustrade de l'entrée de l'hôtel de l'autre. Elle ne le savait pas encore, mais cette nuit-là deviendrait la première preuve de la même carte mémoire qui détruirait la vie de Boris. Dans les semaines qui suivirent le dîner à l'hôtel de la Paix, quelque chose en Hélène se brisa silencieusement et douloureusement,
comme une profonde fissure sous la surface. Au début, il n'y eut pas de scène dramatique, pas de cris, pas de porte qui claque, simplement un silence croissant s'installa dans l'appartement, du genre qui tombe sur une maison quand deux personnes cessent d'aller l'une vers l'autre. Boris rentrait de plus en plus tard. Il dégageait toujours cette légère odeur de quelque chose de floral, de quelque chose de chair, quelque chose qui n'était pas le sien. Quand Hélène lui demandait négligemment avec qui il s'était réuni, il soupirait en se frottant l'arête du nez comme si elle était un obstacle. « Hélène, je construis notre avenir. Arrête de chercher la petite bête. » Mais même ses excuses avaient perdu toute chaleur. Une nuit, Hélène essaya de raviver un morceau de son ancienne vie. Elle prépara son dîner préféré, poulet rôti au romarin, pommes de terre boulangères et pain tendre. C'était la première fois qu'elle cuisinait depuis des semaines. Malgré ses chevilles enflées et son mal de dos, elle dressa la table avec soin et alluma même des bougies. Espérant que l'odeur de la nourriture faite maison adoucirait quelque chose en lui. Boris entra à 22h47. Il ne regarda pas la table, ne l'embrassa pas. Il ne demanda pas comment allait le bébé qui avait donné des coups de pied toute la journée. Il jeta les clés sur le comptoir, ouvrit le réfrigérateur et sortit une bouteille d'eau gazeuse. « Tu as cuisiné » demanda-t-il d'un ton presque agacé. Hélène força un faible sourire. « Oui, j'ai pensé que ce serait bien. »« J'ai déjà dîné » coupa-t-il. Puis, comme si l'univers voulait confirmer ses craintes, son téléphone vibra et l'expression de son visage changea complètement. Son regard s'adoucit. Ses lèvres esquissèrent un sourire complice. Il se retourna légèrement, tapant une réponse avec une énergie si rapide et vivante qu'Hélène ne l'avait pas vu diriger vers elle depuis des mois. Elle n'eut pas besoin de demander qui c'était. Elle le savait. Clémence Moreau. Ce nom résonnait dans sa tête depuis le jour de la réception. Elle avait essayé de se convaincre que c'était ses paranoïas, que les hormones de la grossesse pouvaient déformer la réalité, mais la façon dont les yeux de Boris s'illuminèrent avec ce message détruisit les derniers vestiges de négation auxquels elle s'accrochait. Plus tard cette nuit-là, Hélène resta seule dans la salle de bain, se regardant dans le miroir. Son visage semblait différent, émacié, vieilli, avec une fatigue que le maquillage ne pouvait cacher. Elle posa ses mains sur le bord du lavabo, se murmurant, « S'il te plaît, que ce ne soit pas vrai. » Mais au fond, elle savait déjà tout. Le lendemain matin, ce fut pire. Hélène trouva un reçu dans la poche du costume de Boris qu'elle allait emmener au pressing. Un dîner pour deux dans un restaurant exclusif de la capitale avec vue sur le Palais Royal, daté de la même nuit où il lui avait dit qu'il resterait tard au travail pour revoir des budgets. L'addition s'élevait à près de 450 € et la signature en bas n'était pas son gribouillis habituel et négligé. Elle était soignée, délibérée, comme s'il voulait qu'on s'en souvienne. Un frisson parcourut les bras d'Hélène. Pour la première fois, elle ne ressentait pas seulement de la douleur, elle ressentait de la peur, car maintenant les fissures de son mariage n'étaient plus seulement émotionnelles, elles menaient quelque part, à un endroit dangereux. La nuit où tout a changé a commencé tranquillement. La pluie frappait les fenêtres de l'appartement tandis qu'au loin parvenait le murmure des voitures du boulevard Haussmann. Hélène était assise sur le canapé, enveloppée dans une douce couverture grise, une main sur son ventre arrondi. Elle était enceinte de 8 mois et chaque mouvement lui était lourd, lent, comme si le poids de son bébé reflétait le poids qui s'était installé dans son cœur. Boris lui avait promis, lui avait juré qu'il rentrerait tôt aujourd'hui. C'est notre dernier week-end tranquille avant qu'il ne naisse, avait-il dit ce matin-là en lui donnant un baiser distrait sur la joue avant de franchir la porte. Hélène s'accrocha à cette phrase toute la journée. Elle voulait le croire. Elle avait besoin de le croire. Elle avait même préparé le gâteau au citron qu'il aimait tant. Ignorant son mal de dos. Pour la première fois depuis des mois, l'appartement se remplit d'un arôme doux et chaleureux. Mais à 18h, son téléphone vibra. Un message de Boris. « Je serai en retard. Ne m'attends pas. » Sa poitrine se serra. Elle essaya de réguler sa respiration, mais la déception l'enveloppa comme une couverture glacée. Elle écrivit une réponse puis l'effaça. Elle la réécrivit et l'effaça. À quoi bon? Il dirait qu'elle était trop émotive, trop sensible, qu'elle exagérait. Pourtant, elle laissa la lumière allumée dans l'espoir qu'il changerait d'avis. À minuit, le gâteau avait refroidi. À 1h du matin, les yeux d'Hélène piquaient de fatigue. À 2h, elle ne pouvait plus rester assise. Elle se traîna jusqu'à la chambre.
enfila un vieux pyjama en coton et se glissa dans le lit, seul. À 3h12 du matin, une crampe lancinante la réveilla. Elle eut le souffle coupé. Le spasme s'intensifia, irradiant vers sa colonne vertébrale. Une goutte de sueur froide perla sur son front. Elle saisit son portable et appela Boris. Une tonalité, 2 tonalités, 3. Le répondeur se déclencha. Elle essaya encore et encore sans réponse. Ses mains tremblaient. Ce n'était pas normal. La douleur progressait trop vite, trop fort. Les doigts tremblants. Elle composa le 112. Quelques minutes plus tard, les techniciens du SAMU la transportaient sur une civière dans le couloir tandis que la pluie s'engouffrait par les portes ouvertes de l'ambulance. Tout autour d'elle devenait flou. Elle ne cessait de demander son mari. Il est en route, n'est-ce pas? Il doit arriver bientôt. Il a promis qu'il serait rentré tôt. Le technicien ambulancier échangea un regard silencieux avec son collègue, mais ne dit rien. Hélène continuait d'appeler Boris lorsqu'ils arrivèrent à l'hôpital de la Concorde, les larmes coulant sur ses joues. Né aux premières heures de l'aube, son fils vint au monde, minuscule et ayant besoin d'oxygène. Les médecins s'activaient autour de lui rapidement, avec prudence et des mots rassurants. Hélène continuait de murmurer que son père arriverait bientôt, mais Boris n'apparut que des heures plus tard, décoiffé, sans cravate, la chemise froissée. Il sentait légèrement le parfum, le même qu'Hélène avait remarqué des semaines auparavant. Et les premiers mots qui sortirent de ses lèvres ne furent pas « Comment vas-tu ni comment va le bébé ?» Il dit « Pourquoi ne m'as-tu pas attendu ? Tu m'as fait une peur bleue, Hélène. Tu compliques toujours tout. » Quelque chose en elle se brisa définitivement. Les premières semaines après l'accouchement prématuré semblèrent une brume dont Hélène ne pouvait s'échapper. Chaque son dans l'unité de soins intensifs néonatales résonnait en elle. Le bip des machines, le murmure des infirmières, le doux sifflement de l'oxygène entrant dans les minuscules poumons de son fils. Elle s'asseyait près de l'incubateur des heures entières chaque jour, la main posée sur la vitre, murmurant des promesses qu'elle espérait pouvoir tenir. Boris les visitait rarement. Il avait toujours une excuse. Un rapport vital. Une réunion de dernière minute. Un dîner avec un client qu'il était absolument impossible d'annuler. Quand il apparaissait, ce n'était que pour quelques minutes, debout, regardant son portable pendant qu'Hélène berçait son fragile fils dans ses bras. Il lui donnait un baiser distrait sur le sommet de la tête et murmurait « Tu peux y arriver ». Et puis il disparaissait à nouveau. Ce n'était pas du réconfort, c'était de la négligence. Certaines nuits, Hélène restait à l'hôpital si longtemps qu'elle oubliait l'heure qu'il était. Les infirmières, gentilles et attentives, lui apportaient du thé chaud, des couvertures et lui rappelaient gentiment qu'elle devait se reposer. Elle remarquait ce qu'Hélène essayait de cacher. « Tu n'es pas seule, ma chère », lui dit l'une d'elles à voix basse. « Tu n'as pas à porter tout ça toute seule. » Mais elle le faisait. Boris ne portait rien. Quand le bébé fut enfin assez fort pour rentrer à la maison, Hélène pensa que les choses pourraient s'améliorer. Elle imaginait Boris tenant son fils avec fierté. Elle imaginait des après-midi tranquilles ensemble, apprenant à être une famille. La réalité fut beaucoup plus froide. Boris travaillait encore plus d'heures. Il s'enfermait dans son bureau, ne sortant que pour se plaindre du bruit ou pour demander pourquoi le dîner n'était pas prêt. Il refusait d'aider avec les tétés nocturnes, affirmant qu'il avait besoin de dormir pour être performant au travail. Hélène, qui dormait 2 heures par jour, sentait son monde se réduire à une seule boucle agonisante. Nourrir le bébé, calmer le bébé, maintenir le bébé en vie. Ses mains tremblaient constamment. Elle sentait une oppression dans la poitrine. Chaque léger pleur lui provoquait une spirale de panique. La dépression postpartum s'approchait comme une ombre silencieuse et étouffante. Une nuit, au petit matin, elle tenta d'en parler à Boris. « Je crois que quelque chose ne va pas chez moi », murmura-t-elle. Il ne quitta même pas l'écran des yeux. « Tu es juste fatiguée, Hélène, ne fais pas de drame. » Un drame. Elle porta ce mot ancré dans sa poitrine comme une pierre. Une nuit, pendant qu'elle allaitait, la vue d'Hélène se brouilla d'épuisement, elle s'appuya contre le mur et glissa lentement jusqu'au sol, serrant son fils dans un geste protecteur. Les larmes coulaient sur ses joues. Elle se sentait invisible, un fantôme dans sa propre maison. Cette même nuit, se promenant dans le couloir pour calmer le petit, elle passa devant le bureau de Boris et se figea.
sa voix, douce, chaude, intime, filtrée par la porte entr'ouverte. Clémence. Hélène ne parvint pas à distinguer les mots. Elle n'en avait pas besoin. Le ton de la voix racontait toute l'histoire. Ses genoux fléchirent. Elle se retourna, serrant plus fort son bébé et murmurant « Je suis tellement désolée, mon amour, tu mérites mieux ». Ce fut la première fois qu'elle se permit d'imaginer un avenir sans Boris, un avenir où elle n'aurait pas à lutter seule et quelque part très profondément en elle, l'idée de partir prit racine. La nuit où Hélène vit enfin la vérité ne fut pas accompagnée de tonnerre ni de cris. Tout se passa en silence, comme c'est souvent le cas avec les grandes trahisons. Cela s'insinua dans sa vie alors qu'elle faisait quelque chose de routinier, plier de minuscules bodys dans la chambre du bébé. Son fils venait de s'endormir et le doux soulèvement de sa poitrine était un fragile réconfort dans la pièce tamisée. Hélène sortit sur la pointe des pieds, ressentant un calme inhabituel. Elle n'avait pas dormi plus de 3 heures d'affilée depuis des semaines, mais il y avait quelque chose de rassurant à tenir son petit et à sentir ses petits doigts serrer son pouce. Elle alla dans le salon chercher son portable sur le canapé et alors elle le vit. L'ordinateur portable de Boris était ouvert. Il ne le laissait jamais ouvert. Il protégeait cet appareil comme s'il gardait des codes nucléaires. L'écran était toujours allumé et le curseur clignotait sur une chaîne de messages. Peut-être était-il allé prendre une douche, peut-être était-il sorti sur le balcon pour téléphoner. Hélène hésita. Ce n'était pas le genre de femme à espionner, mais l'atmosphère semblait différente. Lourde, expectante. Ses doigts tremblèrent quand elle s'approcha. Une seule notification clignota dans le coin supérieur de l'écran. Nouveau message de Clémence Moreau. Hélène se figea. Son cœur battait la chamade contre ses côtes quand elle toucha le pavé tactile. Le fil de message se déroula. Au début, elle ne comprit pas ce qu'elle voyait, mais alors le sens la frappa comme un coup de poing dans la poitrine. Il y avait des photos, des dizaines d'instantanés, de galas, de bars, d'hôtels faiblement éclairés, des reflets flous dans les vitres de voitures, des photos de Boris avec la main sur la taille de Clémence, sa veste sur ses épaules, ses lèvres lui frôlant les cheveux. Les dates remontaient à des mois avant qu'Hélène n'accouche. Il y avait même une photo de la même nuit où elle avait accouché et était seule. Son estomac se tordit violemment, mais ce n'était pas le pire. En faisant défiler plus bas, elle trouva des documents, des brouillons, des contrats, un fichier scanné intitulé « Modification des contrats de mariage et de garde ». Rêve Fournier. Hélène l'ouvrit d'une main tremblante. C'étaient les mêmes papiers que Boris lui avait fait signer alors qu'elle était enceinte de 7 mois, lui assurant que ce n'était qu'une formalité pour les impôts. Mais cette version montrait la vérité, la dépossédant de tous les biens acquis pendant le mariage, lui retirant ses droits sur l'appartement, limitant son droit à une pension compensatoire et déclarant Boris comme le seul tuteur légal et financier de leur futur enfant. Elle eut le souffle coupé. Il avait tout planifié. Il s'était préparé à sa disparition. Il s'était préparé à la remplacer. Sa vue se brouilla. Elle s'accrocha au dossier du canapé pour ne pas tomber. Un cri resta coincé au fond de sa gorge. Soudain, un faible son la fit se retourner. Dans la chambre, son bébé commença à pleurer. Ce pleur innocent et fragile brisa quelque chose en elle, non sous forme de rage, mais d'épiphanie. Hélène essuya ses larmes, serra la mâchoire avec détermination. Pour la première fois, elle se murmura à elle-même et à son fils une nouvelle promesse. Nous partons. Je te le jure, nous partons. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que quelqu'un avait été témoin de sa découverte. Quelqu'un qui deviendrait bientôt son allié le plus inattendu. Hélène ne dormit presque pas la nuit où elle découvrit la trahison de Boris. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, les images de son écran clignotaient sous ses paupières, les photos, les messages, les documents légaux conçus pour effacer silencieusement son avenir. Elle resta éveillée à côté du bébé, sentant l'appartement autour d'elle devenir plus froid. À l'aube, quelque chose en elle s'était endurci. Elle avait besoin d'un plan, elle avait besoin d'aide. Mais en qui pouvait-elle avoir confiance? Alors qu'elle poussait la poussette de son fils dans les couloirs de l'hôpital pour un contrôle de routine, Hélène croisa la doctoresse Caroline Dubois, l'expérimentée chef des soins intensifs, qui lui avait toujours montré une gentillesse inattendue. Caroline s'arrêta en voyant l'épuisement gravé sur le visage d'Hélène. « Tu as l'air de porter le poids du monde sur tes épaules », lui dit-elle doucement. Hélène força un sourire. « Ce sont les choses de la maternité. »
Caroline ne se laissa pas berner. Passe par mon bureau après ton rendez-vous. Sans engagement. Hélène hocha la tête, bien qu'elle n'était pas sûre d'y aller. Raconter à quelqu'un ce qu'elle avait vu, c'était comme se pencher au bord d'un abîme. Après la visite chez le pédiatre, Hélène se dirigea vers les ascenseurs, mais un homme inconnu lui bloqua le passage, grand, avec de légères mèches grises dans les cheveux foncés. Il portait un costume trop informel pour être un avocat coûteux, mais il avait des yeux assez astucieux pour lire une pièce en quelques secondes. « Hélène Fournier » demanda-t-il à voix basse. Son pouce accéléra. « Nous nous connaissons ?» Il leva un dossier, non de manière menaçante, mais officielle. « Je m'appelle Alexandre Bernard. Je ne m'attends pas à ce que vous vous souveniez de moi, mais l'année dernière, vous m'avez sauvé la vie. Un accident de voiture sur la 4. Vous étiez l'infirmière qui ne m'a pas laissé abandonner quand j'ai cessé de respirer. » Hélène cligna des yeux, essayant de se souvenir. Un souvenir flou lui vint à l'esprit. Du sang. Des vitres brisées. Une nuit frénétique aux urgences. Elle se rappela avoir pressé sa main contre la poitrine d'un inconnu, le suppliant de rester en vie. « Vous m'avez dit de me battre », prononça Alexandre. « Et je me suis battu. » Elle sentit un nœud dans sa gorge. « Je suis heureuse que vous alliez bien. Mais pourquoi êtes-vous ici ?» Alexandre baissa la voix. « J'ai vu votre mari 2 jours après ma sortie de l'hôpital. Il discutait avec une femme dans le hall. Blonde, manteau cher. Il parlait de s'assurer que vous ne receviez rien. À ce moment-là, je n'y ai pas prêté attention, mais aujourd'hui, en entendant votre nom, je l'ai reconnu. » Hélène serra fort le guidon de la poussette. Alexandre continua. « Je travaille maintenant comme avocat pro bono. J'aide les gens qui n'ont personne d'autre. En vous voyant aujourd'hui, j'ai eu l'impression que quelque chose n'allait pas et j'ai décidé de prendre le risque. » Hélène sentit ses genoux trembler. C'était trop rapide. Il lui tendit une carte de visite. « Si vous avez des problèmes, quels qu'ils soient, je vous aiderai gratuitement pour une juste cause, sans condition. Vous m'avez sauvé la vie, Hélène. Laissez-moi vous rendre l'appareil. » Elle regarda la carte. Alexandre Bernard, droit de la famille. Un frisson lui parcourut le corps. L'univers lui avait envoyé un signe. Elle n'était pas seule. « Pouvons-nous parler ? Quelque part en privé. » « En privé, » murmura Hélène. Alexandre hocha la tête, la guidant vers une salle de consultation vide. Lorsque la porte se referma derrière eux, Hélène se permit enfin de prononcer les mots qu'elle avait ravalés pendant des mois. « Je dois quitter mon mari et je dois le faire sans qu'il ne se doute de rien. » Pendant un long instant après que la porte se fut refermée, Hélène se contenta de respirer lentement, avec des tremblements, comme si chaque expiration pouvait briser la fragile bravoure qui la soutenait encore. Devant elle, Alexandre Bernard attendait. Tranquille, inébranlable, le genre de personne dont elle avait oublié l'existence dans son monde élitiste. « Commencez par où vous pouvez, » lui dit-il doucement. Hélène ouvrit la bouche, mais les mots ne sortaient pas. Au lieu de cela, ses yeux se remplirent de larmes. Ce n'étaient pas des sanglots théâtraux, mais un flot silencieux, comme de l'eau s'infiltrant par les fissures qu'elle avait trop longtemps essayé de sceller. Elle s'essuya rapidement, honteuse. La voix d'Alexandre s'adoucit. « Ici, vous êtes en sécurité. Prenez votre temps. » Et elle raconta tout. Pièce par pièce. Hélène déballa la vérité. Les nuits tardives, le parfum, les photos, les messages, les documents légaux conçus pour l'effacer de l'existence. Alexandre ne l'interrompit pas. Il l'écouta avec une telle attention qu'elle se sentit vue. Vraiment vue pour la première fois depuis des mois. Quand elle eut terminé, il expira lentement. « Hélène, votre mari prévoyait de tout vous prendre, y compris votre fils. » La pièce sembla s'incliner. Elle s'accrocha à la table, mais Alexandre continua avec fermeté. « Il n'a pas encore réussi et si vous agissez de manière stratégique et non émotionnelle, vous pourrez gagner. » Elle déglutit difficilement. « Comment ?» Alexandre se pencha en avant et sortit un carnet de son dossier. « Premièrement, vous avez besoin de copies de chaque document que vous avez trouvé, de captures d'écran, de scans, tout ce qui prouve la préméditation. Deuxièmement, ne l'affrontez pas, même sur les petits détails. Il doit croire que rien n'a changé.
Hélène hocha la tête, la peur lui tordant l'estomac. Troisièmement, dit Alexandre en frappant avec son stylo. Vous aurez besoin d'un endroit sur où aller le moment venu. Un endroit où il ne pourra pas vous retrouver. C'est le genre d'homme qui cherchera. Je n'ai pas ça, murmura-t-elle. Alexandre marqua une pause puis suggéra quelque chose d'inattendu. J'ai une amie. Isabelle Lambert dirige une fondation privée qui aide souvent les femmes à commencer une nouvelle vie après avoir quitté des relations abusives. Je crois qu'elle vous aidera, surtout avec un enfant impliqué. Hélène le regarda fixement. Mais je ne la connais même pas. Ce n'est pas nécessaire, dit Alexandre. J'organiserai tout. Le poids sur sa poitrine s'allégea légèrement. Il continua d'énumérer les étapes. Ouvrez un compte bancaire séparé. Transférez peu à peu de petites sommes d'argent. Gardez les documents importants où Boris n'a pas accès. Préparez un sac avec l'essentiel pour le bébé. Gardez une trace électronique de la négligence et des abus psychologiques de Boris. Chaque instruction était comme une bouée de sauvetage. Mais alors Alexandre dit quelque chose qui la glaça, même si elle ne comprenait pas encore pourquoi. Et Hélène, vous ne pouvez pas faire d'erreur. Si Boris se rend compte de ce que vous faites, il essaiera de vous retirer la garde immédiatement. Les hommes comme lui ne savent pas perdre avec dignité. Un frisson lui parcourut la colonne vertébrale. J'ai peur, murmura-t-elle. Je sais, répondit-il. Mais vous êtes plus forte que vous ne le pensez. Vous avez survécu à un accouchement seul. Vous avez pris soin de votre fils sans aide. Il tapota ses notes. C'est juste la prochaine étape. Hélène regarda son bébé endormi dans la poussette. Ses petits poings étaient serrés. Il était en paix, ignorant la tempête qui les entourait. Je le ferai, dit-elle enfin. Pour lui. Alexandre hocha la tête et une ombre de soulagement traversa son visage. Puis il ajouta quelque chose qui inquiéta Hélène, bien qu'elle ne comprenne pas encore pourquoi. Boris ne s'en rendra pas compte, mais quelqu'un d'autre le fera peut-être. Avant qu'elle ne puisse demander à quoi il faisait référence, un léger coup frappa à la porte. Une infirmière passa la tête. Hélène, on est venu vous voir. Hélène fronça les sourcils. Qui? L'infirmière hésita. Elle dit qu'elle s'appelle Clémence. Pendant une seconde. Hélène crut mal entendre, mais le nom résonna dans les 3 couloirs de l'hôpital comme une cloche d'alarme. Alexandre se tendit. Son expression devint instantanément dure. Ne réagissez pas, murmura-t-il. Elle sent la peur. Le cœur d'Hélène battait la chamade quand Clémence Moreau franchit le seuil, sûre d'elle, impeccable, enveloppée dans un manteau de créateur beige, qui ressemblait plus à une armure qu'à un vêtement. Ses cheveux blonds étaient parfaitement coiffés et ses lèvres peintes du rouge doux d'une femme qui dormait bien et vivait confortablement. Tout le contraire d'Hélène. Hélène Fournier, prononça Clémence, esquissant ce sourire mielleux derrière lequel se cachait toujours le venin. J'espère ne pas déranger. Hélène, par instinct, rapprocha la poussette d'elle, protégeant le bébé. Alexandre s'interposa entre les deux. C'est une consultation privée, vous ne pouvez pas être ici. Clémence lui accorda à peine un regard. Ses yeux étaient fixés sur Hélène, l'étudiant, l'évaluant, notant chaque faiblesse. Détendez-vous, dit-elle froidement. Je ne suis pas venu causer de problème, c'est la seule chose que vous causez, répondit Hélène à voix basse. Le sourire de Clémence vacilla, mais ne disparut pas. Je suis ici parce que Boris est inquiet. Elle ne répondait pas au téléphone. Appel. Hélène vérifia son portable. 12 appels manqués de Boris. D'il y a des heures, bien sûr, il n'appelait pas pour s'excuser ni pour savoir comment allait son fils. Il appelait parce qu'il avait remarqué un changement. Les prédateurs savent toujours quand la proie change de direction. Clémence fit un pas de plus dans la pièce. Boris m'a demandé de vous parler de femme à femme. Nous sommes tous adultes ici. Nous pouvons nous comporter de manière civilisée. Alexandre laissa échapper un rire ironique. Vous feriez mieux de partir avant que j'appelle la sécurité. Mais Hélène leva une main tremblante. C'est bon. Alexandre lui lança un regard d'avertissement, mais recula, restant prêt. Clémence croisa les bras, baissant la voix à un ton destiné seulement à Hélène. Vous êtes dépassé. Ça se voit.
Boris pense que peut-être vous avez juste besoin d'espace, de temps, d'une pause de vos responsabilités. Une pause de mon propre fils? Clémence haussa les épaules. La maternité n'est pas pour toutes. Quelque chose en Hélène se brisa, non de manière bruyante, mais de manière indubitable. Une lucidité glaciale s'empara d'elle. Pendant des mois, elle s'était crue faible, fragile, croyant qu'elle perdait le contrôle. Mais maintenant, en voyant Clémence réciter des phrases répétées que Boris lui avait probablement mises dans la tête, Hélène ressentit quelque chose de complètement différent. Fureur, force, concentration. Qu'est-ce que Boris prévoit exactement? Demanda Hélène. Clémence hésita juste une fraction de seconde, mais Hélène le remarqua. Boris veut le meilleur pour l'enfant, dit-elle avec prudence. Il s'inquiète de votre stabilité émotionnelle. Ces mots coupèrent Hélène comme du verre. Alexandre intervint brusquement. Nous avons terminé. Clémence se retourna pour partir, mais avant de franchir la porte, elle regarda par-dessus son épaule. Sa voix était basse, mais acérée. Vous devriez penser à ce qui est le mieux pour votre fils. Boris est capable de beaucoup de choses, il n'aime pas perdre. Puis elle sortit. Lorsque la porte se referma, Hélène exhala un soupir tremblant, serrant le guidon de la poussette jusqu'à ce que ses phalanges blanchissent. Ça change tout, dit Alexandre à voix basse. Hélène hocha la tête car Clémence n'était pas venue pour l'intimider. Elle était venue parce que Boris soupçonnait déjà qu'Hélène prévoyait de fuir et maintenant Hélène connaissait une vérité terrifiante. Si elle ne partait pas bientôt, elle pourrait perdre son bébé pour toujours. Dès que l'écho des talons de Clémence s'évanouit dans le couloir, Alexandre referma la porte et se tourna vers Hélène, le visage crispé par l'urgence. Boris l'a envoyé pour tâter le terrain. Si elle lui signale que vous êtes effrayé ou déprimé, il agira plus vite. Les doigts d'Hélène s'accrochèrent à la poussette. Le bébé bougea légèrement, ignorant la tempête qui se préparait. Alors, que dois-je faire, murmura-t-elle. Alexandre rouvrit son carnet, mais cette fois sa voix était tranchante, stratégique, calculatrice. Nous allons orchestrer votre fuite, mais nous le ferons avec un profil si bas que Boris ne remarquera rien. Il dessina 3 cercles sur le papier. Cercle 1, preuve. Cercle 2, ressources. Cercle 3, disparition. Hélène regarda les cercles comme s'ils étaient des runes magiques, de petits symboles qui protégeaient son avenir. D'abord, dit Alexandre en désignant le premier cercle, vous continuerez à recueillir des preuves, tout ce qu'il a fait, négligence, infidélité, coercition, capture d'écran, photos, reçus, enregistrements. Et vous pouvez les obtenir en toute sécurité. Hélène hocha la tête. J'ai déjà certaines choses, mais ce n'est pas suffisant. Bien, rassemblez un dossier si exhaustif qu'aucun juge ne pourra l'ignorer. Il passa au deuxième cercle. Ensuite les ressources, argent, soutien, un refuge. Je n'ai rien de tout ça, avoua-t-elle, brûlant de honte. Vous l'aurez, assura Alexandre. Je vous mettrai en contact avec Isabelle Lambert. Elle dispose de refuges privés, d'appartements de sécurité et de réseaux de relocalisation. Tout pour les femmes qui échappent à des mariages dangereux. Dangereux, murmura Hélène. Alexandre la regarda fixement. Hélène, un homme qui prépare des documents légaux pour vous dépouiller de vos droits avant même la naissance de votre enfant est dangereux. Un homme qui envoie son amante vous intimider est dangereux. Vous devez nommer la menace pour pouvoir survivre. Un frisson glacé lui parcourut la peau. Et le dernier cercle? Votre disparition, dit Alexandre. Il hésita. Au moment où vous quitterez cet appartement, vous devez disparaître proprement. Pas de réseaux sociaux, pas de redirection de courrier, aucune piste par laquelle il pourrait vous retrouver. Hélène déglutit difficilement. Je devrais le faire quand il ne sera pas là. Oui, dit Alexandre, et il part toujours entre 7h et 7h20 du matin les jours ouvrables. Vous aurez une fenêtre de 13 minutes avant que le gardien ne change de poste. La précision du plan l'effrayait et la rassurait à parts égales. Mais Hélène, continua Alexandre avec douceur. Avant que nous passions à tout cela, vous avez besoin d'un soutien émotionnel. Quelqu'un qui comprend quel genre d'homme est Boris. Quelqu'un qui a été à votre place. Hélène fronça les sourcils. Qui? Il referma son carnet et s'adossa. La doctoresse Caroline Dubois.
Ce nom adoucit quelque chose en elle, comme une lumière clignotant dans l'obscurité. Elle se rend compte, dit Alexandre. Elle voit les signes et elle se soucie plus que vous ne le pensez. Hélène sentit un nœud dans la gorge. Si je lui dis tout, il n'y aura pas de retour en arrière. Exactement, répondit-il. Vous cesserez de survivre seul. Hélène regarda son minuscule fils, qui avait le visage détendu et en paix. Elle se pencha et lui donna un baiser sur le front. Puis elle se redressa, le regard plus clair que ces derniers mois. Fixez le rendez-vous avec Isabelle, dit-elle. Je parlerai à Caroline ce soir. Alexandre hocha la tête avec un mélange de soulagement et d'admiration. Alors, votre fuite commence maintenant. Hélène attendit près du bureau de la doctoresse Caroline Dubois, bien après que les couloirs de l'hôpital se furent vidés et que les néons bourdonnassent silencieusement au-dessus de sa tête. Son petit dormait dans la poussette à côté d'elle, avec une respiration constante et chaleureuse. Hélène caressa sa petite couverture, comme cherchant à s'ancrer à la réalité. Cette nuit était cruciale. Cette nuit déciderait si elle s'enfonçait plus profondément ou si elle parvenait à remonter à la surface. Entrez, dit la voix de Caroline de l'autre côté de la porte. Hélène entra. Caroline était assise à son bureau. Toujours en blouse d'hôpital, les cheveux attachés en chignon désordonné et les lunettes baissées sur le bout du nez. Son visage s'adoucit dès qu'elle vit Hélène. On dirait que tu n'as pas dormi depuis des semaines, dit-elle doucement. Assieds-toi. Raconte-moi ce qui se passe. Hélène s'assit. Ses mains tremblaient. Les mots refusaient de sortir. Elle regarda son fils, puis la femme qui avait été son mentor pendant les nuits les plus difficiles aux soins intensifs. Quelque chose ne va pas, murmura-t-elle. Caroline hocha la tête sans remplir le silence de suppositions. Commence petit à petit. Et Hélène commença. Elle parla des arrivées tardives de Boris au petit matin, de l'accouchement qu'il avait failli manquer, des messages, du parfum, de la froideur, du document légal qui l'avait trompé pour qu'elle signe, de l'apparition de Clémence à l'hôpital comme un avertissement venu du futur. Chaque mot lui coûtait un monde, mais une fois qu'elle commença, elle ne put plus s'arrêter. Des mois de terreur se déversèrent d'elle comme l'eau d'un barrage rompu. Quand elle eut terminé, Caroline s'adossa à sa chaise et expira profondément. « Hélène, je connais cette histoire, dit-elle à voix basse. Trop bien. Hélène fronça les sourcils. Que voulez-vous dire? Caroline enleva ses lunettes, révélant des yeux fatigués. Il y a de nombreuses années, j'étais mariée à un homme très semblable à Boris, charmant, réussi, calculateur, il a convaincu un tribunal que j'étais instable. Il m'a enlevé ma fille et a utilisé le système pour la garder. Il m'a fallu 20 ans pour reconstruire ma vie à partir des ruines qu'il avait laissées. Hélène eut le souffle coupé. Elle n'avait jamais rien su de cela. Caroline continua d'une voix basse et ferme. Les femmes comme nous ne sont pas seulement blessées, elles sont effacées, si nous ne ripostons pas avant que le piège ne se referme. Hélène sentit le poids de ces mots s'ancrer dans ses os. Alexandre Bernard a dit que vous pourriez comprendre, murmura Hélène. L'ombre d'un sourire apparut sur les lèvres de Caroline. Alexandre est bon. Il a sauvé plusieurs femmes de situations similaires à la vôtre et il a raison. Vous avez besoin de l'aide de personnes qui ont survécu à la même guerre. Les yeux d'Hélène se remplirent de larmes. J'ai peur. C'est normal. C'est bien, dit Caroline avec douceur. La peur vous garde alerte, mais ne la laissez pas vous paralyser. Laissez-la vous guider. Elle se leva, alla à un classeur et en sortit un dossier. À l'intérieur, il y avait des formulaires, des listes, des numéros d'assistance, des adresses d'appartements de sécurité, des outils de cryptage et un guide pas à pas pour la relocalisation. J'ai rédigé ceci il y a des années, expliqua Caroline. Je n'aurais jamais pensé le donner à quelqu'un que j'aime tant. Hélène déglutit. Alors, vous pensez que je devrais partir? Non, je ne pense pas, dit Caroline en couvrant la main d'Hélène de la sienne, je crois que si tu restes, Boris gardera ton fils et te détruira pour y parvenir. Il y eut un silence absolu. Puis Caroline ajouta, la voix tremblante d'anciennes blessures, ne le laisse pas te faire ce qu'ils m'ont fait. Hélène ferma les yeux. Quand elle les ouvrit, quelque chose avait changé. Une détermination inébranlable était née. Alors, aidez-moi à partir, dit-elle. Caroline hocha la tête.
Je le fais déjà. Hélène n'avait jamais réalisé à quel point le son d'une fermeture éclair pouvait être bruyant jusqu'à ce qu'elle essaie d'en fermer une au milieu de la nuit, priant pour que le bruit ne résonne pas à travers les murs de l'appartement. Son bébé dormait dans le Moïse à côté d'elle. Sa petite poitrine montait et descendait. Ignorant que sa vie était discrètement emballée dans des sacs d'évasion. Le dossier de Caroline gisait ouvert sur le lit, les points clés soulignés, les étapes pour le déménagement, les contacts d'urgence. Hélène les relisait encore et encore pour calmer le tremblement de ses mains. Étape 1, emballer l'essentiel. Étape 2, retirer discrètement les objets sentimentaux. Étape 3, cacher les documents hors de la maison. Étape 4, ne laisser aucune trace visible. Simple sur le papier. Terrifiant en pratique, elle commença par les vêtements du bébé, roulant fermement chaque body et les cachant derrière ses pulls d'hiver dans la valise. Elle n'en prenait que quelques-uns à la fois pour que Boris ne remarque pas leur absence. Elle mit les couches dans son sac de travail, cacha les boîtes de lait maternisées dans un sac de course et les plaça derrière la lessive dans le placard du couloir jusqu'à ce qu'elle puisse les sortir une par une. Chaque mouvement semblait une trahison. À 2h14 du matin, elle se faufila dans le salon. Les immenses baies vitrées jetaient une pâle lumière argentée sur les meubles. L'ordinateur portable de Boris était sur la table, maintenant fermé, ses secrets sous clé. Son téléphone vibra avec une notification. Le nom de Clémence brillait dans l'obscurité comme une sirène. Hélène serra la mâchoire, alla à la cuisine et ramassa les documents qu'elle avait cachés auparavant. Police d'assurance, rapport de sortie d'hôpital, copie du livret de famille. Elle photographia chaque page et les téléchargea sur le disque virtuel crypté qu'Alexandre l'avait aidé à configurer. Elle glissa les originaux dans une enveloppe en papier craft et la glissa dans le panier inférieur de la poussette. Son cœur battait à 1000 à l'heure. Un craquement résonna dans le couloir. Hélène se figea. La porte de Boris. Des pas. Elle attrapa la poussette et se cacha dans la salle de bain. Fermant la porte derrière elle sans faire le moindre bruit, elle retint sa respiration lorsque Boris passa. Sa silhouette clignota dans le couloir. Pieds nus, torse nu, à moitié endormi. Hélène, murmura-t-il somnole. Où t'es-tu mise? Elle s'agrippa fortement à la poussette, priant pour que son fils ne se réveille pas et ne pleure pas. Boris erra jusqu'à la cuisine, ouvrit un placard et but de l'eau directement de la bouteille avant de se traîner de nouveau au lit, sans voir la fine ligne de lumière sous la porte de la salle de bain. Quand ses pas s'évanouirent, Hélène laissa ses poumons relâcher l'air qu'elle retenait. Ses yeux se remplirent de larmes, non par peur, mais par pure clarté. Elle ne pouvait plus continuer à survivre ainsi. Son fils ne pouvait pas grandir dans ces conditions. Quand elle sortit, la maison semblait la même que d'habitude, mais à Hélène, elle apparut comme la demeure d'un étranger. Froide, au bord tranchant, hostile, elle finit de ranger le dernier objet, une petite couverture tricotée par sa grand-mère, la seule chose de l'appartement qui lui donnait encore un sentiment de sécurité. À 4h07 du matin, elle ferma le dernier compartiment et murmura à son bébé endormi. Nous sommes presque libres. Parce que la fuite n'allait pas arriver à un moment indéterminé. Elle allait arriver bientôt et rien, absolument rien, ne l'arrêterait. 3 jours avant qu'Hélène ne prévoie de disparaître, une tempête éclata sur Paris, féroce, brusque, faisant trembler les vitres comme l'appel d'avertissement du destin lui-même. Hélène serrait fort son petit endormi. Son petit corps était chaud tandis que le tonnerre grondait au loin. Cette nuit-là, le danger planait. Boris avait annulé un voyage d'affaires à la dernière minute, prétextant une crise avec un client. Il arpentait le salon de long en large, un verre de whisky à la main. Inquiet, suspicieux, imprévisible. Hélène percevait un changement en lui, dans sa façon de l'observer du coin de l'œil, dans la manière dont ses questions devenaient de plus en plus incisives. « Où vas-tu ces derniers temps » demanda-t-il soudain, agitant la glace dans son verre. Hélène se retourna lentement, forçant sa voix à rester calme. « Chez le médecin, tu le sais. » Il l'observa trop longtemps, avec trop d'intensité, puis il s'approcha, lui retirant une peluche de son pull avec une délicatesse si exagérée qu'elle en eut la chair de poule. « Je te vois distraite, lui dit-il. Tu me caches quelque chose ? » Elle eut le souffle coupé. Tous ses instincts lui criaient de s'enfuir, mais elle leva le menton. « Je suis épuisé, Boris. C'est tout. » Il esquissa un demi-sourire, comme s'il ne la croyait pas.
Quand il se retira enfin dans la chambre, Hélène s'appuya contre le mur, reprenant son souffle. Elle berça doucement le bébé jusqu'à ce que ses battements de cœur ralentissent. Elle avait besoin de temps, elle avait besoin d'espace, elle avait besoin qu'il parte. Mais cette nuit-là, quelque chose tourna mal. À 23 heures, alors qu'Hélène organisait discrètement les documents médicaux dans le sac à langer, la voix de Boris résonna depuis la chambre. « Hélène, viens ici. » Son cœur s'effondra. Elle alla vers lui d'un pas rapide. Le pouls affolé, Boris était debout à côté d'un tiroir entrouvert de la commode, tenant une pile de vêtements de bébé pliés, les mêmes qu'elle avait progressivement retirés pour la fuite. « Hier, ce n'était pas comme ça, dit-il froidement. Hélène resta paralysée. J'étais en train de ranger. Le syndrome du nid. Le pédiatre dit que je dois me préparer. Il pencha la tête, l'étudiant comme une proie. Curieux, parce que tu as l'air de faire tes valises. Les mots flottèrent dans l'air. Les paumes des mains d'Hélène devinrent glacées. Son corps se tendit. Pense, pense. Tu n'aides jamais avec l'enfant, alors oui. Je déplace les choses, dit-elle d'une voix tremblante mais défiante. De toute façon, tu ne sais même pas où se trouve chaque chose. La flèche atteignit sa cible, comme elle s'y attendait. Son irritation éclata, l'emportant sur les soupçons. Au moins pour un instant, Boris jeta les vêtements dans le tiroir. Je te demande juste de ne pas faire de chaos. Je ne supporte pas le désordre. Un chaos. Hélène avait envie de rire et de pleurer en même temps. Quand Boris entra dans la salle de bain, Hélène se glissa de nouveau dans le couloir et remarqua quelque chose de terrifiant. La mallette de Boris était ouverte sur la table de la salle à manger. À l'intérieur, un dossier intitulé « Stratégie de garde » dépassait. Ses genoux faillirent céder. Ce n'était pas qu'il pensait à lui enlever l'enfant. Il planifiait déjà l'attaque légale et cette même nuit, il l'avait presque découverte. Hélène courut vers la poussette, s'accrochant au guidon jusqu'à ce que ses phalanges blanchissent. « Nous partons demain », murmura-t-elle à son fils endormi. Ni la semaine prochaine, ni plus tard, demain, car rester une seule nuit de plus sous le toit de Boris n'était plus survivre, c'était un suicide. Hélène ne ferma pas l'œil la nuit précédant la fuite, elle resta assise sur le sol du salon avec le bébé dans les bras, regardant les chiffres rouges de l'horloge numérique passer de 4h12 à 4h13 du matin, comme s'il comptait à rebours vers sa nouvelle vie. La pluie tambourinait sur les fenêtres, douce et rythmique, étouffant le son de sa respiration haletante. La voix d'Alexandre résonnait dans sa tête, « Vous aurez une fenêtre de 13 minutes entre 7h et 7h13. C'est le moment où Boris paraît avant que le portier ne change de quart. 13 minutes. C'est tout ce que vous avez. » Elle avait appris le plan si à fond qu'elle aurait pu le réciter en dormant. À 5h20 du matin, elle écrivit à Alexandre un seul mot, « Prête ». Il répondit instantanément, « Soyez un fantôme. Appelez seulement si quelque chose ne va pas. Le chauffeur d'Isabelle vous attendra à un pâté de maison. Un SUV noir. Vitre teintée. » Hélène donna un baiser sur le front à son fils. « Aujourd'hui, ma vie, » murmura-t-elle. « Aujourd'hui, nous choisissons d'être libres. » À 6h41 du matin, Boris sortit de la chambre en boutonnant ses boutons de manchette, agissant comme un homme dont la vie n'était pas sur le point de s'effondrer. Hélène joua son rôle à la perfection. Sereine, fatiguée, soumise, elle lui tendit un gobelet thermique de café sans lever les yeux. « Essaie de ne pas t'effondrer aujourd'hui, » dit-il d'un ton méprisant en enfilant son manteau. Une vague de rage lui brûla la poitrine, mais elle garda une expression neutre. « Passe une bonne journée, Boris. » Il s'arrêta, cherchant quelque chose sur son visage. Suspicion, peur, culpabilité, peu importe, mais Hélène avait appris la leçon. Elle ne lui montra rien. Il laissa échapper un grognement et sortit par la porte. La serrure fit un clic. Le silence s'installa. Hélène. Lentement et méthodiquement, elle compta jusqu'à 10 avant que le mouvement ne revienne à son corps. Les minutes suivantes furent un flou d'actions précises. Elle attrapa le sac déjà préparé avec les affaires du bébé. Elle glissa l'enveloppe avec les documents dans une poche intérieure. Elle sortit son fils endormi du Moïse, le serrant contre sa poitrine. Elle sortit la poussette du placard et y jeta une couverture pour cacher le visage de l'enfant. 6h59 du matin. Elle eut le souffle coupé.
Le moment était venu. Elle entr'ouvrit la porte de l'appartement et tendit l'oreille. Le couloir était vide. Seul le bourdonnement lointain de l'ascenseur descendant se faisait entendre. Elle sortit, refermant la porte silencieusement derrière elle, laissant derrière elle la vie qu'elle avait construite et dans laquelle elle avait survécu. Ses jambes pesaient, mais en même temps semblaient flotter tandis qu'elle poussait la poussette dans le couloir. Chaque son résonnait dans ses oreilles. Chaque ombre semblait une menace. Au portail, le portier leva les yeux. « Madame Duval ?» demanda-t-il aimablement. « Comme vous êtes matinale. » Hélène se força à sourire. « Nous allons chez le médecin. » Un contrôle de routine. Il hocha la tête et lui ouvrit la porte. 7h03 du matin. Elle était dans la rue. La pluie avait diminué, remplissant l'air d'une fraîcheur salvatrice. Elle tourna à droite, le cœur battant la chamade tandis qu'elle poussait la poussette, évitant les flaques d'eau, ses chaussures clapotant silencieusement sur l'asphalte. Un pâté de maison, 2. Et alors elle le vit, un SUV noir, le moteur en marche, les vitres teintées, exactement comme Alexandre l'avait promis. 7h11 du matin. Il restait 2 minutes. La porte arrière s'ouvrit. Une voix de femme murmura, ferme et chaleureuse. « Hélène, je suis Isabelle. Vous êtes en sécurité maintenant. Montez. » Hélène entra dans le véhicule, laissant derrière elle la cage que Boris avait construite pour elle. Boris Duval rentra à l'appartement cet après-midi-là, s'attendant à la routine habituelle. Une Hélène épuisée, un bébé qui pleure, un dîner à moitié froid sur la table. Il avait répété les excuses qu'il prévoyait de donner. Réunion tardive, problème avec les clients, les mensonges habituels qu'il racontait si souvent qu'ils semblaient déjà la normalité. Mais dès qu'il franchit le seuil, il le remarqua. Le silence, non pas un silence paisible, mais un vide assourdissant. L'atmosphère semblait plus légère, comme si quelqu'un avait ouvert une fenêtre et laissé la vie s'échapper. « Hélène » appela-t-il en desserrant sa cravate. Pas de réponse. Il entra dans le salon. Il n'y avait pas de Moïse, pas de sac à langer, pas de jouets sur le tapis, pas de couverture sur le canapé. Un étrange frisson lui parcourut le dos. Puis il vérifia la chambre. Les tiroirs de la commode d'Hélène étaient fermés, rangés, presque trop rangés. Il ouvrit d'un coup la porte de l'armoire. Ses vêtements n'étaient pas là, pas tous, seulement ceux qu'elle portait habituellement, juste la quantité exacte pour disparaître sans que son absence ne soit évidente pour un observateur distrait. Mais maintenant Boris s'en rendait compte. Il sentit quelque chose d'inconnu lui gratter la poitrine. Panique. « Hélène » cria-t-il plus fort. Rien. Il fonça dans le couloir, sortant son portable. Les 12 appels qu'il avait passés auparavant restaient sans réponse. Il recomposa, direct au répondeur. Il appela le pédiatre. Non, l'enfant n'avait pas été amené aujourd'hui. Il appela la sœur d'Hélène en Auvergne. Tonalité d'occupation. Il appela l'hôpital. Il n'y avait aucune trace d'Hélène ayant travaillé aujourd'hui ni d'admission aux urgences. Une goutte de sueur perla sur sa ligne de cheveux. « Ce n'est pas drôle » murmura-t-il dans la pièce vide. Un éclat sur le comptoir de la cuisine attira son attention. Une carte mémoire placée délibérément, l'attendant. À côté, une note pliée. Ses mains tremblaient en l'ouvrant. « Boris, tu ne nous trouveras pas. Mon avocat te contactera. Ne rappelle plus. Hélène. » Sa vue se brouilla de fureur. Quel avocat? De quoi diable parlait-elle? Il attrapa la carte et l'inséra dans son portable. L'écran s'illumina de dossiers, de photos, de captures d'écran, d'enregistrements vocaux, de preuves, des montagnes de preuves, chaque mensonge qu'il croyait avoir enterré, chaque document légal qu'il avait manipulé, chaque message envoyé à Clémence. Elle a fouillé mes fichiers, rugit Boris en frappant la table du poing. Et alors il vit le pire, un document scanné intitulé « Stratégie de garde, brouillon préliminaire ». Le même dossier qu'il croyait avoir caché dans sa mallette. Il perdit toute couleur. Elle savait tout, murmura-t-il. Son pouce emballa. Il s'approcha de la fenêtre, contemplant la ville. Hélène ne pouvait pas avoir disparu comme ça, sans aide extérieure. Quelqu'un devait avoir organisé ça. Quelqu'un avec des ressources. Il serra les mâchoires.
Alexandre Bernard, siffla Théil. Ce salaud. Mais dans l'estomac de Boris, ce n'était pas seulement la peur qui se tordait, c'était la constatation d'un fait. Dans cette histoire, il n'était pas le prédateur. On l'avait surpassé à son propre jeu et la partie ne faisait que commencer, car maintenant il ne perdait pas seulement sa femme, il perdait le contrôle. Le SUV noir emmena Hélène hors de Paris avant que le soleil ne se lève complètement, laissant derrière elle la silhouette de la ville, témoin de ses plus grands espoirs comme de ses souffrances les plus silencieuses. Elle était assise à l'arrière avec son bébé, le serrant fort contre elle, tandis qu'Isabelle Lambert l'observait avec un regard serein et analytique. « Tu as fait le plus difficile », lui dit Isabelle d'une voix douce. Partir est toujours la partie la plus difficile. Hélène hocha la tête. Bien que son cœur battait toujours à 1000 à l'heure. Elle s'attendait toujours à ce que la portière de la voiture s'ouvre brusquement, que la voix de Boris éclate dans une crise de colère, que tout s'effondre, mais la ville devenait de plus en plus petite dans le rétroviseur et le monde devant elle s'élargissait. Plusieurs heures plus tard, elles arrivèrent à une maison refuge cachée parmi les paysages verts et pluvieux de Normandie. La maison était modeste, chaleureuse et sentait légèrement le pin et l'eucalyptus. Hélène entra et ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Un espace libre. La première nuit, elle ne dormit presque pas, non par peur, mais par pur soulagement. Isabelle lui donna un téléphone prépayé, une pièce d'identité temporaire avec son nom de jeune fille, Hélène Fournier-Monte, et une petite enveloppe avec de l'argent pour les urgences. « C'est la procédure standard », lui expliqua-t-elle. La trace papier est dangereuse. Les téléphones portables sont dangereux. Même l'historique de recherche sur Internet est dangereux. Pour l'instant, vous êtes un fantôme. Hélène examina l'enveloppe, sentant l'émotion l'envahir. Pourquoi m'aidez-vous autant? Vous ne me connaissez même pas. Le regard d'Isabelle s'adoucit. Je connais le genre d'homme qu'est votre mari. J'ai dédié ma vie à enlever à ces hommes la capacité de nuire. Et les femmes comme vous me rappellent ma fille. Hélène cligna des yeux. Votre fille? Isabelle marqua une pause et une ombre traversa ses yeux. Elle n'a pas réussi à s'échapper à temps. Le silence tomba comme un coup près. Hélène caressa la petite tête douce de son bébé. Je suis tellement désolée. Isabelle hocha la tête, se reprenant. C'est pourquoi, quand je peux aider quelqu'un à s'échapper, je le fais. Et quand je peux les aider à repartir de zéro, je le fais aussi. Au cours de la semaine suivante, Hélène apprit à vivre discrètement. Elle utilisait son nom temporaire pour toute gestion locale. Elle se promenait avec l'enfant sur des sentiers forestiers silencieux, loin des rues animées. Elle mémorisait les sorties de secours. Elle ne touchait pas à ses cartes bancaires. Chaque soir, elle envoyait un email à Alexandre via une adresse cryptée, le tenant au courant. Alexandre, à son tour, lui envoyait des nouvelles de la situation. Demande d'ordonnance restrictive temporaire déposée. Demande de garde en cours. Preuve en lieu sûr. Boris est déjà en train de perdre les pédales. Hélène relisait chaque message 2 fois. Un après-midi, berçant le bébé près de la fenêtre, elle lui murmura « Maintenant nous sommes en sécurité, mon amour ». Mais dès que ces mots sortirent de ses lèvres, elle réalisa quelque chose. La sécurité n'était pas la fin de l'histoire. La sécurité n'était que le début. Elle avait besoin d'un but, d'un avenir, d'un moyen de se tenir debout. Et ce fut alors qu'Isabelle s'approcha d'elle avec un dossier. À l'intérieur, il y avait des offres d'emploi dans une start-up d'intelligence artificielle médicale qui se développait à Lyon et dans ses environs. Travail à distance, horaires flexibles et expérience en soins infirmiers préférés. Je crois, dit Isabelle, que vous êtes prête pour plus que la survie. Hélène sentit son cœur s'accélérer. Pour la première fois depuis des mois, elle se permit d'imaginer une vie construite non sur la peur, mais sur les possibilités. La première fois qu'Hélène franchit les portes du petit bureau à Lyon, elle se sentit comme une imposture. Le bâtiment, situé très près du musée des Confluences, ne ressemblait en rien aux immenses couloirs d'hôpital où elle avait l'habitude de courir à Paris. Elle portait le bébé dans un porte-bébé contre sa poitrine, chaud et calme, ignorant que sa mère était sur le point de recommencer. Isabelle marchait à ses côtés, rayonnant de sécurité comme si elle était un bouclier. « Tu n'es pas ici par charité », rappela Isabelle à Hélène. « Tu es ici parce que tu es intelligente, compétente et parce que ton expérience peut faire gagner des années à cette entreprise. » Hélène sentit la doute vaciller en elle.
À l'intérieur, le bureau était inondé d'une douce lumière naturelle. Une petite équipe de développeurs tapait silencieusement, entourée de tableaux blancs remplis de diagrammes de flux de patients. L'une d'elles, une jeune femme aux yeux brillants, leva les yeux. « Tu dois être Hélène, dit-elle cordialement. Isabelle nous a dit que tu avais travaillé aux soins intensifs. C'est difficile. Hélène sourit timidement. Oui, mais ça t'apprend à penser vite. C'est exactement ce dont nous avons besoin, intervint un autre programmeur. Nous construisons des modèles prédictifs pour le triage des patients. Nous avons besoin de quelqu'un qui comprend comment sont les patients réels. Pas seulement les données statistiques froides. Ces mots lui touchèrent l'âme. Quelqu'un se souciait de son opinion. Quelqu'un valorisait son esprit. Quelqu'un croyait qu'elle avait quelque chose à apporter. C'était étrange, mais réconfortant. Au cours des jours suivants, Hélène assuma le rôle de consultante clinique à temps partiel et à horaire flexible. Elle participa à des réunions, donna son avis sur les alertes du système et aida à identifier les lacunes que seule une personne ayant une expérience réelle en hôpital pouvait remarquer. Les développeurs l'écoutaient vraiment, notant chacune de ses suggestions. Pour la première fois depuis longtemps, Hélène ne se contentait pas de survivre. Elle contribuait. Le soir, après avoir allaité son fils, elle travaillait en silence à une petite table du refuge normand. Elle tapait des notes, révisait des dossiers médicaux anonymisés, dessinait des diagrammes de triage. La lumière de l'écran du portable éclairait son visage, où l'on ne lisait plus la fatigue, mais la détermination. Une nuit, Isabelle entra avec de la nourriture à emporter. « Tu as l'air différente », commenta. Hélène cligna des yeux. « Dans quel sens ? » Comme quelqu'un qui se souvient qu'elle a un avenir. Hélène regarda son petit qui dormait paisiblement dans le berceau. « Je veux construire quelque chose de solide pour lui, quelque chose que je puisse contrôler. » Isabelle sourit. « Et tu le feras. » À la fin de cette semaine, Alexandre appela sur une ligne sécurisée. Hélène répondit, serrant le téléphone nerveusement. « Hélène, dit-il. Boris a déposé une demande urgente de garde exclusive. » Elle sentit son cœur chuter. « Déjà ? » Oui. Mais les choses ne vont pas tourner en sa faveur. Le juge l'a immédiatement rejeté. Manque de preuves. De plus, son comportement a soulevé des soupçons. Vos documents ont été d'une grande aide. Hélène fut sur le point de s'effondrer de soulagement. Merci, Alexandre. Il y a plus, ajouta-t-il. Il est en panique. Il a engagé des détectives privés, mais ne vous inquiétez pas, ils ne sont même pas près de vous localiser. Elle n'était pas sans défense, elle n'était pas acculée, elle n'était pas seule. En raccrochant, elle sortit respirer l'air frais du nord. Les eucalyptus murmuraient doucement au-dessus de sa tête. Le monde semblait plus grand que la douleur dont elle s'était échappée. Elle serra son fils contre elle et lui murmura, « Tout va bien se passer, je te le promets. » Pour la première fois, ces mots sonnèrent comme la vérité absolue. Les 3 années suivantes passèrent en un éclair, comme une transformation silencieuse qu'Hélène n'aurait jamais pu imaginer à Paris. Les matins brumeux de la côte normande devinrent son nouveau rythme de vie. L'entreprise technologique devint son deuxième foyer. Grâce au mentorat d'Isabelle et au soutien de l'équipe, Hélène passa de consultante à chef de projet, puis à directrice de l'intégration clinique. Un poste qu'elle avait elle-même forgé et son fils, devenu maintenant un enfant éveillé, curieux et aux yeux bienveillants, grandissait entouré de chaleur plutôt que de peur. Hélène avait construit une nouvelle vie, une vie sans Boris, une vie dont elle était propriétaire, mais le monde a l'habitude de boucler ses cercles. Au début du printemps, Isabelle s'approcha d'elle avec un sourire tranquille qui annonçait quelque chose d'important. « Es-tu prête ?» lui demanda-t-elle en laissant une accréditation sur son bureau. « Nous t'envoyons représenter l'entreprise au Congrès national de l'innovation en santé. » Hélène prit l'accréditation et lut le lieu de la manifestation imprimé en majuscule en haut. Hôtel de la Paix, Paris. Elle eut le souffle coupé. Retourner à Paris n'était pas un simple voyage. C'était une épreuve, une confrontation, l'occasion de se tenir debout sur le même territoire d'où elle avait dû fuir autrefois pour sauver sa vie. Isabelle lui serra l'épaule. Le passé n'a plus de pouvoir sur toi. Va et montre au monde ce que tu es devenu. 2 semaines plus tard, Hélène descendit d'une voiture sombre devant l'Hôtel de la Paix. La même façade emblématique, les mêmes portes tournantes.
Mais cette fois, elle n'entra pas comme une épouse effrayée et tremblante, mais comme une leader avec un but. À l'intérieur, le grand salon sous la coupole brillait des mêmes lustres et du même marbre poli. Médecins, investisseurs, directeurs exécutifs, des centaines de personnes. Cependant, quand Hélène passait, les conversations s'éteignaient un instant. Il y avait maintenant quelque chose d'imposant dans sa présence, un tailleur impeccablement coupé, une posture droite, une assurance silencieuse n'est non des privilèges, mais de la pure survie. En épinglant son accréditation à son revers, Hélène croisa son regard dans un miroir doré. Elle reconnaissait à peine la femme qui la regardait en retour et Boris ne la reconnaîtrait pas non plus. Alexandre l'avait averti que Boris pourrait être là. Son entreprise figurait sur la liste des sponsors, mais elle ne s'y a pas, elle ne se cachait plus. Pendant sa présentation, Hélène parla du triage prédictif et de l'avenir de l'intelligence artificielle centrée sur le patient. Sa voix était ferme, ses explications précises. Le public était captivé. Il ne voyait pas une ancienne infirmière qui, des années auparavant, pleurait cachée dans les toilettes d'un hôpital. Il voyait une visionnaire. Lorsque les applaudissements s'éteignirent, une voix familière coupa le murmure de la foule. Hélène. Elle resta immobile. Boris Duval était à quelques mètres d'elle, plus mince, avec des cernes foncées sous les yeux et un costume légèrement froissé. Son arrogance s'était évaporée, remplacée par quelque chose qui ressemblait à de l'incrédulité. C'est vraiment toi, expira-t-il. Tu es différente. Hélène se tourna vers lui avec une expression neutre et ferme. Je suis différente. Il déglutit difficilement. Je t'ai cherché toutes ces années, Hélène, s'il te plaît, nous devons parler. Elle laissa passer un instant, permettant au silence de s'éterniser, laissant le poids des conséquences tomber sur lui. Puis elle prononça à voix basse, la seule conversation que nous aurons sera au tribunal. Le visage de Boris pâlit. Parce que pour la première fois, ce n'était pas Hélène qui avait peur. La salle des tribunaux de la famille de Paris était lumineuse, trop lumineuse, presque aveuglante. La lumière du soleil entrait à flot par les hautes fenêtres, illuminant chaque surface polie, chaque soupir lourd, chaque vérité douloureuse qui ne pouvait plus être cachée. Hélène était assise à côté d'Alexandre Bernard, le dos droit et le regard serein. Elle portait un tailleur gris foncé doux, les cheveux sagement attachés et les mains posées tranquillement sur ses genoux. Elle n'était plus la femme que Boris Duval avait tenté de briser il y a quelque temps, elle était la femme qu'il avait lui-même forgée en la sous-estimant. Boris entra avec une arrogance feinte qu'il ne parvenait pas tout à fait à soutenir. Sa mâchoire était tendue, son costume froissé et dans ses yeux se lisait un mélange de peur et d'indignation. Il s'attendait à trouver une Hélène fragile, maigre, abattue, instable. Au lieu de cela, elle rayonnait de contrôle. Cela le déconcerta tellement qu'il trébucha en marchant vers son siège. Le juge rappela à l'ordre les personnes présentes. Alexandre fut le premier à intervenir, exposant un dossier méticuleusement structuré, les preuves de la négligence émotionnelle continue, les traces électroniques de l'aventure de Boris, les captures d'écran prouvant la contrainte visant à l'asphyxie financière. La preuve de la tentative préméditée de lui retirer la garde, le témoignage de la doctoresse Caroline Dubois, le rapport d'experts psychologiques confirmant les difficultés postpartum d'Hélène et la manipulation de Boris. Chaque argument frappait comme un marteau. L'avocat de Boris protesta encore et encore, mais le magistrat rejeta presque toutes ses tentatives. Il est difficile de réfuter des faits objectifs, surtout lorsque la carte mémoire qu'Hélène avait laissée derrière elle était pleine des propres mots incriminants de Boris. Lorsque vint le tour de Boris de parler, il tenta de reprendre le contrôle. Elle est partie sans préavis, siffla-t-il entre ses dents, elle a enlevé mon fils. Mais le regard du juge se durcit. Monsieur Duval, les preuves démontrent clairement que vous avez créé un environnement dangereux. La décision de votre épouse de partir était une mesure de protection face à une menace réelle, et non un acte de mauvaise foi. Boris devint rouge de colère. Il regarda Hélène, désespéré, suppliant, furieux. Tu m'as détruit la vie, murmura-t-il entre ses dents. Hélène ne réagit pas, elle n'en avait pas besoin. Sa ruine était l'œuvre de ses propres mains. Lorsque le juge revint après le recess, un lourd silence s'installa dans la salle. En matière de garde et de tutelle, commença le juge. Ce tribunal accorde la garde et la tutelle exclusive, tant physique que légale. Du mineur à Madame Hélène Fournier. Boris chancela, s'effondrant sur sa chaise. Stupéfait.
Le juge continua. De plus, compte tenu de la contrainte financière manifeste exercée par M. Duval, le défendeur est condamné au paiement d'une indemnisation substantielle comprenant les arriérés de pension alimentaire. Le paiement des frais de justice de la partie demanderesse et un régime de visite à long terme strictement supervisé est établi. Un murmure parcourut la salle. Les mains d'Hélène tremblaient, non de peur, mais de pure libération, de justice, du poids énorme qu'elle n'aurait plus à supporter. Boris se leva à moitié de son siège, la voix brisée. « Hélène, s'il te plaît, je peux changer ?» J'étais très stressé, moi. Mais Hélène le regarda enfin directement. Vraiment, calmement, avec une lucidité inébranlable. « Tu m'as déjà montré qui tu es, dit-elle à voix basse. Et je t'ai cru. » Les gardes de sécurité accompagnèrent Boris à la sortie tandis qu'il criait son nom, mais cela n'avait plus d'importance. Sa voix avait perdu tout son pouvoir ici. Il n'avait aucun pouvoir sur elle, aucun pouvoir sur son fils. Lorsque la porte se referma derrière lui, Alexandre se tourna vers elle avec un regard chaleureux. « C'est fini » murmura-t-il. Hélène laissa échapper un profond soupir, le soupir qu'elle retenait depuis des années. En sortant dans la rue, la lumière éclatante du soleil de Paris la baigna tandis qu'elle prenait son fils dans ses bras. Isabelle attendait sur les marches, souriant avec fierté. Pour la première fois, l'avenir ne lui semblait pas un endroit où il fallait fuir. Il lui semblait un endroit qu'elle avait gagné à la sueur de son front. Hélène regarda vers l'horizon, le cœur en paix et la voix ferme. « Maintenant nous sommes libres », murmura-t-elle à son fils. « Et nous ne regarderons plus jamais en arrière. » Eh bien, amis, notre histoire est arrivée à sa fin. Et si vous êtes toujours là, si vous écoutez toujours, si vous avez vécu chaque instant avec nous, cela signifie que quelque chose dans ce voyage a touché votre cœur de la manière dont seule la vie elle-même peut le faire. L'histoire d'Hélène renferme une vérité que beaucoup d'entre nous oublient souvent. La vraie force n'est pas bruyante. La survie est rarement jolie et la guérison ne vient jamais du jour au lendemain. Mais comme le disait le grand Sénèque, il n'y a pas d'arbre robuste et constant, sinon celui que le vent fouette souvent, ce qui semblait un obstacle insurmontable devient le chemin lui-même. Ce qui était destiné à nous détruire devient souvent le matériau même avec lequel nous nous reconstruisons. Nous avons vu une femme traverser la trahison, la terreur, la solitude la plus absolue et repartir de zéro. Et c'est une leçon que nous pouvons appliquer à nos propres vies. Vous avez tout le droit de vous éloigner de ce qui vous fait du mal. Vous avez le droit de tout reconstruire. Vous avez le droit de vous choisir. Même quand le monde vous dit que vous êtes trop faible, que vous êtes trop fatigué, qu'il est déjà trop tard. Souvenez-vous d'Hélène, souvenez-vous de la vieille sagesse populaire, personne ne sait ce que vaut l'autant qu'elle ne manque pas et rien de grand ne se lève en un seul jour. Guérir prend du temps. Le courage grandit lentement, mais il grandit. Alors si vous êtes toujours là, peut-être qu'une partie de vous est aussi prête à se lever.